France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe pour recevoir notre grand invité. Cette émission vous est proposée par Radio France Internationale et France 24 pour parler d'une économie européenne qui chancelle sous le coup des revirements américains. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Rappelons que vous avez été un commissaire européen au commerce d'abord, ancien directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vice-président du Forum de Paris sur la paix. Vous êtes aussi coordinateur des instituts Jacques Delors, les fameux think tanks. Le président Trump a mis le commerce mondial et singulièrement celui de l'Europe sans dessous-dessous, avec des menaces de droits de douane, les instaurant, revenant dessus. Quelle attitude vous semble judicieuse pour les Européens? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils se sont bien comportés jusqu'ici? Vous avez raison. M. Trump met en place une politique protectionniste consiste à entourer l'économie américaine de droits de douane comme si ça allait faire du bien à l'économie américaine. Je suis, comme d'ailleurs la plupart des experts de ces questions, de l'opinion que ça ne marchera pas et qu'il va être obligé de reculer, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire. Un jour, on impose des droits de douane à tout le monde, le lendemain, on en retire une partie. Le lendemain, on tape un gros coup sur la Chine. Le surlendemain, on se dit quand même, attention, ça va faire valser les étiquettes dans les supermarchés américains. Bon, ça n'est pas un grand désordre commercial mondial. C'est une confrontation entre un pays qui représente 13% des importations mondiales, qui sont les États-Unis, et ses partenaires commerciaux. Dans ce climat d'imprévisibilité, d'incertitude, qui est la méthode même de M. Trump, je pense qu'il est assez sage de garder deux fers au feu. L'Union européenne a deux options. Elle le dit. La première, c'est de négocier un deal commercial avec les Américains, s'il y a quelque chose à négocier. Elle doit profiter des 90 jours de trêve, justement, avec les États-Unis pour négocier. Absolument. Et négocier quoi, d'ailleurs? S'il y a quelque chose à négocier avec les Américains, s'il y a quelque chose à négocier, bien sûr qu'il faut négocier. Une négociation commerciale, en général, c'est win-win. Il y a des tas d'endroits où il subsiste des frictions à l'échange transatlantique qui pourraient être discuté et négocié dans un sens. La Commission a proposé des droits zéro sur les biens industriels. Ça n'a pas l'air de mordre tellement du côté américain. Vous avez parfaitement raison. La Commission a dit, nous, on est prêt à retirer tous nos droits de douane, à condition que les Américains fassent la même chose. Voilà, ça c'est un deal équilibré. Bon. L'autre option que la Commission européenne a, et qu'elle a mis sur la table, de manière à ce que les Américains ne l'ignorent pas, c'est l'option qui consiste à prendre des mesures de rétorsion au cas où, malgré une tentative de négociation, ou si cette négociation ne marche pas, les Américains maintiennent leurs tarifs. À ce moment-là, nous sommes, nous, Européens, tout à fait dans notre droit vis-à-vis de l'OMC, en prenant des contre-mesures à la taille de la pénalité que les Américains nous imposent. On dit qu'on a peur de les illégalement. prendre, que l'industrie des automobiles allemandes est tétanisée, que jamais ils n'accepteront que la présidente de la Commission, qui est allemande elle-même, et du PPE. Non, ça c'est un peu du nez en ville, si vous me permettez l'expression. La vérité, c'est que la politique commerciale de l'Union, elle se décide au niveau de l'Union à la majorité qualifiée. Quand il s'est agi de mettre des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, les Allemands étaient archi contre, et on l'a fait quand même parce que les Allemands ont été minorisés. Donc, l'Union européenne est un bloc commercial, ça se passe au niveau, en quelque sorte, fédéral, même si je me ferais critiquer par des diplomates pour employer ce mot. La Commission mène cette stratégie, cette tactique, sous le contrôle des États membres et du Parlement. On a les moyens de faire face, y compris si le fait que le marché
américain soit fermé aux exportations chinoises se traduisait par un reflux d'exportations chinoises sur le marché européen, qui est le second marché riche et vaste du monde. La grande question, c'est combien de temps cette transe trumpienne sur les droits de douane va durer. Il y a de bonnes raisons de penser qu'il va finir par se calmer, notamment si les consommateurs américains ou les marchés américains d'actions ou de taux réagissent comme ils ont commencé à réagir. L'Organisation mondiale du commerce que vous avez dirigée de nombreuses années, est-ce que vous diriez que, puisque les États-Unis s'en désengagent clairement, elle est en état de mort cérébrale? C'est une expression qu'on a utilisée pour l'OTAN, enfin, que Emmanuel Macron a utilisée pour l'OTAN. Compte tenu de ce précédent, je pense qu'il n'est pas utile de reprendre cette expression. Non, ça n'est pas le cas. Là, vous avez raison, c'est que les États-Unis sont de fait sortis de l'Organisation mondiale du commerce et que toutes les mesures douanières qu'a annoncées Trump sont en complète violation des engagements qu'il a pris à l'OMC. Et comme par ailleurs, ils ont paralysé, pour ce qui les concerne, le mécanisme de règlement des différends, ils sont, si je puis dire, hors d'atteinte. Alors que les autres pays, à l'initiative de l'Union européenne d'ailleurs, ont monté un mécanisme de règlement des différends parallèle, d'ailleurs, qui fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment vu officiellement se mettre en place une OMC sans les Américains. Juridiquement, ils sont toujours membres, ce qui leur permet d'ailleurs d'être protégés par un certain nombre d'accords, dont celui sur la rémunération de la propriété intellectuelle, qui est très important pour eux. Donc il va falloir trouver d'autres équilibres. Je comprends que les gens soient dans une position attentiste, et d'ailleurs, de mon point de vue, l'effet négatif de Trump depuis, en gros, le 2 avril, il est probablement, à terme, plus dans le moment d'incertitude qu'il aura introduit dans l'économie mondiale, avec des gens qui, au lieu d'investir, vont dire « j'attends de voir ce qui se passe », que même, probablement à terme, dans l'effet des droits de douane. Le FMI, quand même, anticipe une croissance plus faible qu'elle ne le faisait dans la zone euro, 1,2%, un recul peut-être un peu moins marqué que dans le reste du monde, mais les perspectives ne sont pas très réjouissantes quand même. C'est juste, et ça c'est à court terme. Les chiffres du FMI qui sont sortis cette semaine, qui retirent 1% de croissance aux États-Unis par rapport à ses prévisions de janvier, c'est beaucoup. C'est plus d'un tiers de la croissance américaine. Ça, c'est l'effet bazar, si je puis dire. Bon. Avant même l'effet de constriction d'un certain nombre d'échanges, compte tenu des droits de douane qu'il met autour de l'économie américaine. Les flux du commerce mondial, ils bougent en fonction du salaire minimum chinois, du prix du pétrole, du prix du carbone. Ils bougeront en fonction d'un certain nombre de droits de douane. On est peut-être un peu trop obnubilé par cette espèce d'hyperactivité, ce show permanent et quotidien de M. Trump, sur les histoires de droits de douane. Je suis le dernier à penser que le commerce international n'est pas important. Mais je pense que du coup, on ne voit pas assez bien ce qu'il est en train de faire pour de bon derrière, sur le plan politique, aux États-Unis et dans le système international. Oui, et que ça, c'est probablement plus grave, plus profond, plus systémique. Oui, parce que la stabilité et la croissance, a dit le secrétaire au Trésor américain, doivent être les points cardinaux donc du Fonds monétaire international, alors que l'institution, selon lui, emploie une part disproportionnée de son temps et de ses ressources à travailler sur le réchauffement climatique, le genre et les questions sociales, ce qu'il voudrait rayer de la carte de toutes les instances, finalement, qui financent internationalement. Donc, il y a un agenda politique très fort. Absolument. Mais prétendre auquel on se plie. Auquel on ne prête pas assez attention, à mon avis, parce que c'est ce qu'il y a de plus grave. Quant à l'idée que le Fonds monétaire international est une entreprise du wokisme, c'est du délire intégral. Quiconque travaille avec le Fonds monétaire international trouve ça complètement ridicule. Mais défendre les femmes, déjà, c'est du wokisme. Voilà, donc mais ça, c'est l'obsession trumpienne sur l'environnement, les droits des femmes, les transgenres, c'est leur plateforme idéologique. Je pense que, encore une fois, le protectionnisme de Trump est un vrai sujet, mais qu'il ne faut pas qu'il cache ce qu'il y a de plus grave, de plus profond, dans l'extension du pouvoir exécutif américain. Le Congrès,
on n'entend plus parler. C'est pas les tribunaux judiciaires qui vont contrôler l'autorité du président sur les questions de commerce international. Et il est en train de prendre des décisions qui sont en violation complète des accords internationaux que les États-Unis ont souscrits depuis 150 ans. C'est grave, et notamment dans le domaine de l'environnement. Cette décision qu'il semble avoir prise d'autoriser, pas l'exploration, mais l'exploitation de certains grands fonds marins. Alors qu'il y a une procédure internationale dans laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Et donc là, il y a une espèce d'entreprise de démolition systématique de tout ce qui contraint l'exercice de la puissance, qui, à mon avis, est très grave. Alors justement, proche de Donald Trump, il y a les big tech, la big tech américaine. La Commission européenne a annoncé des sanctions financières pour des infractions à la concurrence, des amendes qui vont jusqu'à 700 millions d'euros pour Apple et Meta. Pascal Lamy, ces amendes historiques, elles vous paraissent justes et opportunes ? C'est un secret pour personne que ces grandes entreprises digitales ont une certaine tendance à essayer d'établir des monopoles en évitant que des concurrents viennent manger dans leur assiette. Bon. Donc, ce n'est pas un événement extraordinaire. Ce ne sont pas des mesures européennes qui ont quoi que ce soit à voir avec la guerre commerciale qu'a commencé M. Trump. Ce sont des amendes. Nous avons, en Europe, une régulation du digital qui, il est vrai, est plus sévère qu'ailleurs. Ça a été la décision des autorités européennes, du Parlement européen, du Conseil des ministres européens. Tout ça n'est pas imposé par une commission qui aurait des visions technocratiques. Ça fait partie, de nos jours, de notre modèle civilisationnel, et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça. Ces dernières semaines, plusieurs grands patrons européens ont donné de la voix. Bernard Arnault, le numéro 1 mondial du luxe avec LVMH, a mené une charge contre les bureaucrates de Bruxelles, menaçant de délocaliser aux États-Unis pour éviter les droits de douane. Même chose pour les patrons, 32 patrons de laboratoires pharmaceutiques. Pour ce qui est du patriotisme et de la préférence européenne, on ne pourra pas vraiment compter sur eux. Le patronat et les institutions représentatives de leurs intérêts j'ai toujours essayé pro-dérégulation, pour moins d'impôts, plus de liberté, et d'ailleurs ça se conçoit compte tenu de ce que recherchent ces entreprises qui sont, pour beaucoup d'entre elles, le profit. Et il y a certaines entreprises européennes qui vont se dire, si mes produits sont taxés à 25% aux États-Unis, vaut peut-être mieux que j'aille produire là-bas. Le raisonnement n'est pas totalement convaincant. D'abord parce que les coûts de production aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'ils ne sont en Europe. C'est la contrepartie du fait qu'ils ont un niveau de vie qui, de ce point de vue, est un problème pour nous, qui est nettement plus élevé que le nôtre. Et d'autre part, un certain nombre de ces productions utilisent des intrants, des composants, dont le coût aura singulièrement augmenté aux États-Unis. Et je pense, par ailleurs, que dans un certain nombre de domaines, et notamment les marchés publics, il y a maintenant un penchant à une préférence européenne que, dans les circonstances actuelles, je trouve plutôt bienvenue. Le 6 mai, c'est l'élection au Bundestag du chrétien-démocrate Friedrich Merz à la tête d'une coalition avec les sociaux-démocrates. Alors l'Allemagne qui est en pleine stagnation, mais lui-même a lancé un grand plan d'investissement avant même son entrée en fonction. Est-ce que vous voyez beaucoup évoluer cette Allemagne sous la direction de Merz et peut-être s'améliorer la relation franco-allemande qui était quand même assez détériorée ? Réponse oui, clairement. Je pense que Friedrich Merz est un tempérament un peu différent de celui de ses prédécesseurs, Scholz ou Merkel. C'est plutôt le genre de gars à prendre le taureau par les cornes. Il a très très longtemps attendu avant de devenir chancelier. Il a une petite revanche à prendre, notamment contre Mme Merkel. Et les décisions qu'il a prises, avec l'assentiment du Bundestag et du Bundesrat, sont assez révolutionnaires pour l'Allemagne. Et donc je crois qu'il est d'une part disposé à redynamiser l'économie allemande, ce qui est bon pour l'économie européenne et accessoirement pour l'économie française, sans faire de folie budgétaire, tout en acceptant une augmentation de l'endettement, un chancelier qui, sur ce plan-là, sera peut-être
parce qu'il a fait du ménage chez lui, un peu plus exigeant vis-à-vis de ses voisins. Parlons de l'Ukraine et de la défense européenne. Les Européens, vous les croyez capables, à flot d'abord, et puis surtout déterminés à obtenir une paix durable d'un Donald Trump qui, lui, plaide plutôt du côté russe pour des concessions territoriales. Un arrangement à la Trump avec M. Poutine, si on en croit ce qu'ils sont en train de discuter, serait assez catastrophique pour l'Ukraine et donc pour l'Union européenne. Parce que ça voudrait dire qu'on reconnaît l'usage de la force sur le continent européen pour conquérir des territoires. C'est quand même pas arrivé depuis très très longtemps. Et d'autre part, parce que Poutine et Trump ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'Europe ne soit pas à la table de négociation, alors que l'Ukraine est un pays européen, candidat à l'accession à l'Union européenne, et donc tout ça ne sent pas bon, ça sent même très mauvais. Reste la question de savoir dans quelles conditions un accord de paix éventuel négocié sur un coin de table par M. Poutine et M. Trump, est-ce que ceci impliquerait un retrait du soutien militaire américain à l'Ukraine, ce qui voudrait dire que toute la charge du maintien de la paix après un accord de cessez-le-feu reposerait sur des épaules européennes. Et ça, il y a une inconnue, là. L'Europe doit maintenant investir dans une défense commune. Ça ne veut pas dire une armée commune, ça ne se fera pas forcément à l'intérieur des institutions de l'Union européenne à 27 comme ça se fait maintenant, mais je pense que le tournant est pris et que c'est ça qui compte pour l'avenir, reconstruire un système de sécurité en Europe qui nous mette à l'abri de nouvelles tentatives russes. Merci Pascal Lamy d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on va parler du budget à long terme de l'Union européenne avec notre débat en compagnie de la chaîne parlementaire. Tout de suite, c'est le débat à Bruxelles. Bienvenue au Parlement de Bruxelles où l'on a sorti les calculettes. Le prochain budget de l'Union européenne se dessine en ce moment et l'équation paraît très difficile à résoudre pour les Européens alors que les 27 doivent financer toujours plus de secteurs avec un budget très contraint. Celui-ci représente actuellement 1% du PIB de l'Union, soit 1 000 milliards d'euros sur 7 ans. Il sert pour un tiers à la politique agricole commune, pour un tiers aux politiques de cohésion, pour assurer le rattrapage économique de certaines régions et pour le reste à financer le fonctionnement de l'Union et d'autres politiques. Alors dans le même temps, les 27 entendent développer leurs investissements dans la défense, le numérique et les nouvelles technologies. Mais alors avec quel argent ? Ils devront déjà rembourser un grand emprunt contracté pendant la période Covid qui risque de gréver le budget de 15 à 20% par an. L'Union européenne pourrait-elle avoir recours à de nouvelles ressources propres indépendantes des contributions nationales ? L'idée est avancée, mais les pistes comme la taxe carbone aux frontières suscitent beaucoup de scepticisme en l'état. Alors pour en parler, nous recevons Valérie Ayé, bonjour, eurodéputée française, présidente du groupe Renew ici au Parlement européen, et puis Fernand Kartheiser, bonjour, eurodéputé luxembourgeois, membre du groupe des conservateurs et réformistes européens. Valérie Ayé, parlons du budget actuel, 1% du PIB européen. Est-ce à la hauteur de nos ambitions ? Clairement non. Ce budget, il a été négocié en 2020. Et si vous vous souvenez, pour les plus férus d'entre vous, c'était avant la crise sanitaire et déjà avant, le Parlement européen considérait que 1% du PIB alloué au budget européen, c'était rikiki. Compte tenu des enjeux qui, à l'époque, étaient devant nous, avec deux priorités. Continuer de financer la politique agricole commune, la politique de cohésion, ces politiques structurelles. Et on avait à l'époque deux grandes priorités qu'il fallait financer, la transition environnementale et la transition digitale. Or, comme à chaque fois, à chaque négociation budgétaire, les États se sont achoppés, mais avec le plan de relance, finalement, si vous cumulez à la fois le plan de relance qui est venu là pour relancer l'économie après la crise sanitaire, eh bien on est à peu près à 2% du PIB. Ça dit quoi ? Ça dit que les États, même s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un budget stricto sensu plus ambitieux, ils ont reconnu entre eux que pour financer l'Union européenne, pour financer nos grandes politiques publiques et pour accompagner la dynamique économique du territoire, il fallait
bien plus de 1% du PIB. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans le courant de l'émission, mais moi, ce que je vois en termes de différence majeure par rapport à 2019, c'est que les États en 2019-2020 sont arrivés à la négociation en étant très fermes sur leur position. Et notamment les Nordiques, qu'on appelle les frugaux, qui veulent mettre moins d'argent au pot commun, vraiment avec des positions très très dures. Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu du nouveau contexte, le fait de la nécessité de continuer à avancer pour financer la transition environnementale, mais aussi, vous les avez évoqués, la défense, les nouvelles technologies, certains États sont moins fermés qu'il y a quelques années sur la question. Voyons-le tout de suite, Fernand Kartheiser, le luxembourgeois. Votre pays est, lui, plutôt dans le camp de ceux qui sont généreux avec le budget européen. Mais votre parti conservateur, en revanche, je crois, est plutôt sceptique. Il ne faut pas donner plus d'argent à l'Union européenne, 2% par exemple du PIB, c'est ce que réclame notamment l'Espagne, par exemple. Oui, je sais que les Espagnols revendiquent cela, en tout cas envisagent cela, mais je crois que ce n'est pas la première des priorités. Je crois que le budget européen doit d'abord être bien géré. Alors nous savons qu'il y a parfois des doubles emplois, des dossiers qui causent une bureaucratie débordante. Et la première des priorités, je crois, si on veut avoir une idée du prochain budget européen, c'est d'éviter une mauvaise gestion de l'argent qui est déjà à la disposition de l'Union européenne. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'Union européenne s'arroge des pouvoirs, des compétences qui ne sont pas les siennes. Nous avons maintenant eu, par exemple, une nouvelle compétence qui lui a été assignée, le logement, mais le logement, en fait, n'est pas prévu dans les traités. C'est une compétence nationale. Alors, nous voyons que l'Union européenne commence à s'approprier des compétences et puis à demander des budgets sans base légale. Nous avons un phénomène similaire dans la défense, parce qu'en fait, on fait du double emploi avec ce que l'OTAN doit faire, l'Alliance Atlantique, et puis, de nouveau, l'Union européenne veut se donner des compétences et puis demander de l'argent dont elle n'a pas besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Valérie Ayé, que finalement, on veut en faire trop, l'Union européenne veut en faire trop, même au-delà de ce qu'elle est censée faire? L'Union européenne, elle est là pour aider. Et moi, je suis engagée au Parlement européen pour apporter des solutions les plus concrètes possibles aux problématiques que rencontrent nos concitoyens européens. Et quand on regarde le nouveau contexte géopolitique, la nécessité d'avancer sur la transition environnementale, la transition digitale, les investissements colossaux qu'il faut faire sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, pour ne pas laisser les États-Unis ou la Chine loin devant nous, la défense, bien sûr qu'on a besoin d'investir en commun. La force de frappe de l'Union européenne, c'est 450 millions d'Européens, un budget, des budgets qui sont plus forts que les pays pris isolément. La France, 67 millions d'habitants, le Luxembourg, 600 000 habitants. Évidemment qu'on est beaucoup plus puissant si on travaille ensemble. Et alors, ce que vous dites sur le fait que l'Union européenne s'arrogerait des compétences, pardon, mais vous parlez notamment de la question logement. Pourquoi on en parle? Ce n'est pas au cœur des compétences de l'Union européenne, évidemment. Mais pourquoi on a créé une commission spéciale ici au Parlement européen? Parce que dans tous les pays, il y a des problématiques sur les logements. Tous les Européens, où qu'ils soient, ont des difficultés à trouver des logements. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir à échanger des bonnes pratiques. On a véritablement une valeur ajoutée à travailler ensemble. Et l'idée, ce n'est pas de prendre des compétences pour prendre des compétences. Et quand bien même, ce qui compte, c'est d'être efficace. Et je le redis et j'en termine par là, les sujets que vous évoquez, l'Union européenne soit a été missionnée par les États pour s'en occuper, soit c'est une initiative du Parlement européen, c'est-à-dire de vous, de nous qui avons été élus dans nos pays respectifs par les citoyens pour apporter des solutions concrètes à des problématiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Alors abordons une autre question qui va se poser dans le cadre du budget qui arrive, le grand emprunt post-Covid. Eh bien, il va falloir le rembourser à partir de 2028. On parle de 25 à 30 milliards d'euros par an, ce qui serait 15 à 20% du budget annuel de l'UE. Comment on fait? Oui, mais c'est de nouveau un très bel exemple en fait pour le point que j'avais fait tout à l'heure, c'est que l'Union européenne doit respecter les traités. Parce que Mme Ayer dit que le logement, c'est un problème que nous avons dans tous nos États membres, c'est vrai, mais en fait, les traités sont là pour être respectés et les traités ne prévoient pas une compétence pour le logement de l'Union européenne. C'est une compétence nationale. Maintenant, il y a un autre aspect dans les traités que vous soulevez à juste titre, c'est qu'en fait, l'Union européenne n'a pas le droit de contracter des
dettes. Mais elle l'a fait de façon assez inventive, innovative. Après le Covid, elle a dit il faut un fonds de relance, nous allons contracter... Ce qui a évité une récession, vous ne trouvez pas que ça a évité une récession précisément? Non, parce que la Cour des comptes a fait des analyses sur l'utilisation de ces fonds et en fait le verdict de la Cour des comptes est que l'argent n'a pas été vraiment utilisé de façon efficace. Donc nous avons contracté des dettes en violation des traités, c'est quand même en violation de l'état de droit parce que les traités sont ratifiés par les parlements nationaux et en plus les fonds ont été mal utilisés. Ont été mal utilisés. Allez, on va reparler peut-être de ce qui vient plutôt que de resolder le compte effectivement de ce grand emprunt européen qui avait fait débat et on voit qu'il le fait toujours. Valérie Ayé, la question des nouvelles ressources propres pour alimenter le budget de l'Union européenne, elle est largement bloquée. La Commission a fait des propositions, par exemple l'affectation d'une part des recettes des quotas de CO2 ou de celle de la taxe carbone aux frontières, mais pour l'instant, les États ne sont pas d'accord. Il y a urgence, dit la Commission, à trouver un accord. On est au pied du mur? Il y a urgence parce que ces nouvelles ressources propres, elles doivent venir pour rembourser le fameux grand emprunt. Et parce qu'on a un problème aujourd'hui d'autonomie du budget européen. Tous les 7 ans, les ministres des Finances viennent à la table des négociations avec leurs contraintes budgétaires nationales. Ce qu'il faut, c'est avoir un budget qui soit soumis aux co-législateurs, au Parlement européen, aux États, mais dont les ressources soient plus indépendantes pour et ne viennent pas au minimum des contributions nationales. Parce que c'est autant d'argent qui est retiré des caisses nationales. Alors moi, je le soutiens parce que ça veut dire on met de l'argent au budget, au pot commun et c'est pour des priorités politiques communes. Mais pour avoir du souffle et laisser du souffle aux finances nationales, il faut qu'on avance sur ces nouvelles ressources propres. C'est en plus un enjeu de justice fiscale. C'est-à-dire, on fait payer ceux qui ne paient pas aujourd'hui leur juste part d'impôt. Ce seraient les géants du numérique, ce seraient les géants extra-européens qui polluent avec la taxe carbone aux frontières, par exemple. Côté Parlement européen, on est prêt. Depuis longtemps. On a aussi formulé des idées aux États membres. Maintenant, la balle est dans le camp du Conseil et des États. Moi, ce que je crois, c'est que, évidemment, c'est un sujet très difficile, parce que vous avez ceux qui, par principe, sont opposés aux ressources propres, qui considèrent que ça relève de la compétence nationale. Mais en fait, c'est soumis aux parlements nationaux. Donc évidemment, les parlements nationaux disent oui ou non, on va transférer des ressources propres au budget européen. Donc la démocratie, le volet démocratique est pleinement respecté. Et puis il y a ceux qui sont pour des ressources propres, mais quand on va dans le détail, eh bien, quand vous êtes maltais, la taxe sur les transactions financières, vous n'aimez pas trop. Quand vous êtes irlandais, l'impôt minimum sur les sociétés, vous n'aimez pas trop non plus. Moi, voilà, c'est simplement cet état des lieux. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les États n'ont plus d'autre choix que d'avancer. Je fais confiance au Conseil, au président du Conseil, pour avancer sur ces questions. Il faut que tout soit négocié en paquet. Là, dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va négocier le prochain cadre financier pluriannuel pour 7 ans. Il va falloir voir comment on le finance. Ça peut être par les ressources propres, ça peut être aussi, notamment sur les questions de défense, par un emprunt populaire qui serait inédit et qui permettrait de proposer aux épargnants européens de mettre de l'argent aussi, pas directement dans le budget, mais sur la question de la défense, par exemple. On peut imaginer des nouveaux modes de financement qui soient plus créatifs et innovants. Évidemment, vous êtes contre tout nouvel emprunt et vous nous avez beaucoup parlé de gabegie et de mauvaise utilisation de l'argent. La Hongrie s'est vue privée de ce financement européen, 20 milliards d'euros d'ailleurs, c'est beaucoup, gelé, pour des raisons de non-respect de l'état de droit et puis de détournement de fonds européens. Est-ce que c'est aussi la question de la bonne gestion ? Vous soulevez un point très important. En fait, qu'est-ce que l'Union européenne fait avec l'argent que nous lui donnons? Et il y a un aspect qui m'inquiète fortement, c'est que l'Union européenne s'arroge aussi le droit de punir des États membres. Je trouve que c'est inquiétant. Parce qu'en fait, s'il y a des hommes politiques comme Viktor Orban qui poursuivent une politique, par exemple, en matière familiale ou dans d'autres qui ne plaît pas à la Commission européenne ou à certaines autres forces politiques, on est très rapidement en train de parler de l'article 7, de vouloir censurer des États, de vouloir s'immiscer dans les affaires intérieures des États membres. Alors que nous avons vu, par exemple, en Roumanie, où le premier tour des élections présidentielles avait été annulé, que la Commission n'a pas du tout invoqué l'article 7. Donc c'est un état de droit à la carte qui est pratiqué ici. Et je ne voudrais pas que les fonds européens, les fonds de cohésion par exemple, soient utilisés pour exercer des pressions sur les États membres. Il s'agit des fonds aussi, puisqu'il est à la fois l'état de droit, la question des juges, mais aussi la question de la distribution de ces fonds aux amis de Viktor Orban.
Il faut que le budget reste un outil. M. Orban, je ne peux pas vous répondre au nom de M. Orban. Mon point de vue est que l'Union européenne ne doit pas être supranationale et elle ne peut pas s'immiscer dans les affaires des États membres. Valérie Rayet, le budget doit rester un outil pour réguler l'état de droit. Il ne faut pas céder à Alors deux ce genre choses. de La pression. première, l'Union européenne, monsieur, c'est vous, c'est nous. C'est nous tous qui la faisons. Ce sont les États C'est au aussi Conseil. M. Orban. C'est aussi M. Orban. C'est nous au Parlement européen, Et la ce sont Hongrie. nos décisions et nous avons été élus démocratiquement par les citoyens. Ensuite, sur la manière dont on lit le budget et l'état de droit, eh bien, excusez-moi de vous dire que moi, je ne veux pas que l'argent des Français, que l'argent des Luxembourgeois, que l'argent des Roumains soit utilisé pour enrichir les amis de Viktor Orban. Ça, c'est un principe fondamental. On sait que le régime de Viktor Orban est corrompu. Oui, On sait que Viktor Orban met les juges au pas. On sait qu'il muselle l'opposition et qu'il muselle la presse. Donc il y a à la fois la lutte contre la corruption et le fait que quand on adhère à l'Union européenne, on adhère aussi à nos valeurs, à nos principes démocratiques. Et le budget doit aussi être utilisé comme un levier pour dire aux gouvernants qui ne respecteraient plus nos valeurs démocratiques, eh bien, pas un euro ne vous sera versé parce que le contribuable français n'a pas à payer pour vos dérives. Deux choses, Et madame. ensuite, on a effectivement l'article 7, monsieur, qui est dans les traités. Vous parlez beaucoup du respect de l'état de droit. Eh bien, c'est un article qui est dans les traités qui peut être activé quand un gouvernement ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Et qui dit quoi? On peut suspendre son droit de vote à l'unanimité des autres dès lors qu'il ne respecte plus nos principes démocratiques. Effectivement, on a tenté de l'activer il y a quelques années vis-à-vis de Viktor Orban. Il a été protégé par ses amis du PiS en Pologne à l'époque. Nous demandons aujourd'hui à ce qu'on réactive cet article 7 parce que M. Orban piétine nos valeurs démocratiques tous les jours. Et donc, quand on adhère à un club, on doit continuer de respecter ses règles. On va pas terminer sur Viktor Orban. On va vous faire terminer quand même sur le budget. Un mot pour conclure. Le budget 2028-2035. Oui. Quels sont les mots-clés pour vous de ce futur budget? D'abord, permettez-moi quand même de dire une phrase, parce que l'Union européenne qui parle beaucoup de démocratie est quand même la même Union européenne qui a ce règlement sur les services digitaux qui s'immisce dans la liberté de parole des personnes. Ça, vous l'avez déjà dit. Et Sur le limité. Je ne l'ai budget. pas encore dit, mais je vais vous répondre sur le budget. D'abord, ça doit être un budget qui se limite à 1,27% du PIB de l'Union européenne. Je suis opposé à une augmentation du budget et je voudrais aussi que les politiques, par exemple la politique climatique, etc., soient révisées pour rétablir la compétitivité de l'Union européenne. Parce que ce sont les politiques de l'Union européenne, notamment par exemple en matière climatique, mais pas seulement là, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, le prix de l'énergie, c'est l'Union européenne qui est co-responsable de la perte de la compétitivité de l'économie européenne. Donc, et plus là, de il faut politique réformer les climatique, politiques ça, et non pas donner plus d'argent. Valérie Rayet, on se projette dans 10 ans, 2035. À quoi devrait ressembler le budget idéal de Ça doit être l'Union un européenne? budget d'ambition et de réalisme. On a des centaines de milliards d'euros d'investissements à faire pour protéger les Européens, pour ne pas rester sur le bord du chemin de la compétitivité économique et de l'innovation. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quantique, de transition environnementale, les autres continents, les autres puissances, la Chine, l'Inde, les États-Unis avec Donald Trump, même si on se demande quelle est sa stratégie, ils ne nous ont pas attendus. Donc il faut qu'on mette les bouchées doubles. Si on veut demain, dans 5 ans, dans 10 ans, être le continent qui assume un leadership sur les questions technologiques, sur les technologies de demain, et aussi un continent qui continue de faire valoir les valeurs démocratiques, l'état de droit, eh bien, il faut qu'on continue d'investir en commun. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré ces discussions, ces débats très vifs et qui vont se poursuivre, bien entendu, sur le prochain budget de l'Union européenne. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes. Merci à vous.